Merci beaucoup de m'accueillir. Merci à Catherine Chabot et à son dynamisme. Et on voit avec votre présence ici que son travail a du sens. Hein, donc vraiment, merci d'être là pour elle. Donc moi, je suis médecin généraliste et médecin de la douleur depuis très longtemps. Ça se voit. Et le travail que je fais se fait dans le cadre du CRA Rhône-Alpes et puis un peu dans un service de neurologie d'un CHU, j'en parlerai tout à l'heure. Je dis juste ça parce que ce que je vais vous dire là, vous pouvez le retrouver sur le site internet du CRA Rhône-Alpes. Vous avez plusieurs onglets là et il y en a un qui s'appelle Collectif Douleur. Vous allez trouver le travail qu'on a fait avec des médecins et des infirmières qui travaillent dans des structures médico-sociales pour des patients qui ont des TSA ou des troubles du neurodéveloppement en particulier. Et vous avez un petit film qui dure une demi-heure que vous pouvez regarder. On est allé filmer des personnes qui travaillent dans les structures médico-sociales pour regarder qu'est-ce qui se passe quand on s'occupe de la douleur. Et puis là, vous avez tout un tas de documents à télécharger, dont la plaquette « Et si c'était de la douleur ?» qui correspond au résumé de ce que je vais vous dire là. Hein, voilà. Et puis, une fiche de consultation que les personnes sans déficience intellectuelle peuvent télécharger et remplir. C'est un format A4 recto verso, ce qui permet, quand ils viennent en consultation, de ne pas avoir le stress de pourquoi je viens, etc. Donc on remplit ça tranquillement à la maison, et puis après, au moment de la consultation, c'est posé sur le bureau, d'un coup d'œil, le médecin voit très rapidement les soucis, comme ça on a plus de temps à consacrer à la personne. Et puis, autre chose, vous avez, ici c'est marqué « Partagez vos talents ». Alors là, vous prendrez le temps, chez vous, de télécharger ces deux documents qui sont des fables autistiques. Qu'est-ce que c'est que des fables autistiques? Vous aurez, si j'ai le temps, je vous en montrerai une. On a interrogé des personnes sans déficience intellectuelle, TSA, qui viennent en consultation douleur chronique, pour dire « Expliquez-nous ce que vous ressentez », parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui, hein, c'est l'expression de la douleur. Mais comme vous ne pouvez pas le dire, on va vous le faire raconter sous les formes d'une fable de La Fontaine. Et donc, elles ont écrit, donc là, il y a deux personnes qui ont écrit une fable qui exprime un petit peu ce qu'elles ressentent de l'intérieur. Et ça nous explique très, très bien pourquoi il y a tel ou tel comportement chez des personnes qui sont avec déficience intellectuelle et TSA et qui ne sont pas en capacité de le dire. Voilà. Donc, je vous inviterai à regarder ça. Alors, la première diapo, c'est pour dire qu'en termes d'expression de la douleur, on peut tout voir. À tel point qu'on entend quelquefois dire lui, il ne ressent pas la douleur. Hein. Il a marché sur une fracture pendant 2-3 jours. S'il avait mal, il n'aurait pas fait ça. Ou alors, toute la journée, il se fracasse la tête contre le mur. S'il avait mal, il ne ferait pas ça. Ou alors, il se mord jusqu'au sang, il s'arrache les ongles. S'il avait mal, il ne ferait pas ça. Hein. Donc, on a pu entendre, et on entend encore quelquefois, lui, il ne ressent pas la douleur. Alors, on parlera de cette histoire-là, parce qu'il faut tordre le cou à ça, d'accord, hein. Et ça c'est une réglette que vous avez peut-être, c'est ceux qui travaillent en pédiatrie, pour les enfants normotypiques ou neuromajoritaires, je ne sais pas comment il faut dire, hein. Donc c'est des choses qui peuvent être dites, qui peuvent être utilisées, mais si vous avez quelqu'un qui vous dit « moi, chez les patients, chez l'enfant autiste, j'utilise ça », je pense qu'il n'a jamais vu d'enfant autiste, en fait. Hein. Carter, c'est tout dans le diagnostiqué très tard, parce qu'il était en femme, et que, comme ils disent, il est passé à l'acte, c'est-à-dire qu'il a agressé des éducatrices, donc il l'a envoyé au CPA de Brook, au centre psychiatrique, et que c'est eux qui ont dit « mais votre fils, le problème, il a des troubles autistiques ». Voilà ce qu'il a, il n'a pas de maladie mentale. On pensait, alors moi on m'avait dit non, mais les handicapés mentaux, ils ne ressentent pas la douleur comme nous. Voilà ce qu'on nous disait. Bon, on choisit lesquels, on joue avec lesquels, tiens. Tu choisis lesquels on prend? Il y a toi. C'est vrai que c'est une idée qui a été longtemps d'actualité. Oui, c'est les bébés et les handicapés, les déficients intellectuels n'ont pas mal. Ils ont pas mal. Donc, comme ils ne pleurent pas, très compliqué. On peut se fier qu'à son comportement. Oui, voilà, un comportement extérieur, mais bon, quand il a mal ou est-ce qu'il est mal dans sa peau, très difficile de déterminer. Donc, il faut être très attentif au moindre changement de visage. C'est surtout sur le visage qu'on se rend compte des choses. Alors, dans ce petit extrait-là, la maman, elle dit 3 choses importantes. La première, c'est
pour lui, comme il pleure pas, il faut, je remarque que c'est sur le visage que j'ai repéré quelques signes, plusieurs signes, hein, et c'est comme ça que je vois s'il a mal. Donc ça, c'est très important qu'elle nous transmette cette information-là, parce que nous, si on le voit, ben, on va se dire, ben, tiens, ça, c'est ce qu'on nous a dit quand il avait mal, c'est ce comportement-là. Donc ça, c'est très très utile quand on repère des comportements qui sont associés à une douleur et qu'on a repéré la douleur, parce que quelle que soit la douleur, ce sera toujours le même comportement. Il y a un petit problème, c'est que ce n'est valable que pour lui, en fait. Hein. Malheureusement, on ne peut pas transposer ça chez le voisin. Donc c'est ça qui rend les choses compliquées, et il va falloir aller regarder chez chacun quelle est l'expression de la douleur. Deuxième chose, elle dit, est-ce qu'il a mal ou est-ce qu'il est mal dans sa peau? Très difficile de savoir. Alors dans notre jargon à nous, de médecins de la douleur, on ne fait pas la différence entre douleur physique et douleur psychique. On ne va pas dire la douleur c'est physique et la souffrance c'est psychique. Tout ça, c'est associé. Tout ça, c'est lié. Hein. Et c'est vraiment important de bien savoir ça. Vous avez la chance à Strasbourg d'avoir le professeur David Le Breton en sociologie anthropologie, hein, et qui a écrit beaucoup sur la douleur. Il a écrit un gros livre qui s'appelle L'anthropologie de la douleur, et il a écrit un livre aussi qui s'appelle Tenir, et il a interviewé des personnes qui ont des pathologies douloureuses chroniques, des gens qui souffrent tout le temps. Et il leur dit, mais comment vous tenez le coup, quoi? Et alors, du coup, il en vient à définir la souffrance comme quand vous avez sur votre bureau un dossier en souffrance. Ça fait déjà 2 mois que vous devriez le traiter, mais vous n'y arrivez pas. Vous aimeriez bien le passer à votre voisin, mais le voisin, il n'en veut pas non plus. Hein. Et ça traîne, et finalement, il faut qu'on soit 3-4 pour s'en occuper. Et bien, la souffrance, c'est ça, en fait. Hein. C'est ni physique, ni psychique. C'est quelque chose pour lequel on a besoin d'être nombreux. Hein. Voilà. Vous êtes un sportif aguerri. Tous les week-ends, vous allez faire une grande tournée en vélo avec vos amis. En plus, c'est très social. Et puis, vous visitez des endroits, c'est magnifique. Et voilà, c'est toute l'année, c'est comme ça. Et un jour, vous êtes coincé au lit. Et on vous dit, pendant 2 mois, vous ne bougez pas parce que vous avez une sciatique vraiment très invalidante. Hein. Et alors, qu'est-ce qui fait le plus mal? Est-ce que c'est ce truc-là dans la jambe qui vous bloque ou c'est le fait de ne plus pouvoir aller sortir et d'aller voir vos amis en vélo? Vous voyez, forcément, tout ça, c'est très associé. Hein, d'accord? Alors, dernière chose, parce que j'ai dit qu'elle avait dit 3 choses. Depuis la nuit des temps, ça n'a rien à voir avec les TSA, etc. Depuis la nuit des temps, les pédiatres nous ont appris que quand une maman dit que son enfant a mal, son enfant a mal. Cette histoire-là ne se discute pas, d'accord? C'est très important de bien se rappeler ça, parce que quelquefois, on ne sait pas trop, ouais, moi je trouve pas, etc. Et la maman, elle insiste, je vous assure, il y a un truc, je vous assure, il y a un truc. Il faut y aller, elle ne se trompe pas. On a tous des histoires de chasse comme ça. Hein. Donc, on y va. Et ça, c'est des choses, quelquefois, on a du mal, parce que on est un peu rationnel, on cherche des signes, on ne les a pas, mais on a une intuition. Et quelquefois, il y a des professionnels qui ont des intuitions, mais ils ont besoin de le vérifier. Et il faut faire confiance à ces intuitions, je pense, quand on est bien formé. Alors, la douleur, il y a une définition, la première définition qui a été faite par l'IASP, Institut international de la douleur, moi j'aime bien cette définition-là. Le début, c'est pas trop compliqué, hein, c'est expression c'est la douleur, l'expression d'une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire existante. J'ai une jambe cassée, j'ai mal à ma jambe, bon, c'est bon, je fais le lien, ça va, pas de problème. Potentiel, je cours, je me tords la cheville, j'ai mal, je vois rien. Mais si j'attends un peu, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ça va commencer à gonfler, à être rouge, chaud, inflammatoire. Bon, ben c'est bon, je vais faire le lien. Décrite en termes d'une telle lésion. Vous me dites, j'ai très très mal à la tête. Bon, ok, je vous examine, je trouve rien de spécial. Vous voulez faire des examens, d'accord, on fait des examens, on fait une IRM cérébrale, tout est normal. Alors, est-ce que je dois en conclure que, puisque tous les examens sont normaux, ben, vous n'avez pas mal à la tête? Eh bien, sûrement pas. Hein. Il y a des migraineux dans la salle, vu le nombre que vous êtes, c'est obligé qu'il y ait des migraines. Eh bien, les migraineux, ils savent ça. Hein. Les migraineux, ils ont eu tous ces examens sont normaux, et pourtant, ils ont des migraines. Alors ça, c'est important parce que vous avez donc une personne en charge, la personne dont on parle aujourd'hui, là, et pour lequel vous dites, ah, ce comportement-là, je me demande s'il a pas mal quelque part quand même. Hein. Puis votre collègue qui le connaît comme vous, il dit, ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, on va aux urgences de l'hôpital, et là, on vous dit, bon, on fait tous les examens, rassurez-vous, tout va bien, tous les examens sont normaux, il a pas mal. Ben, vous ne pouvez pas accepter ça. Hein, s'il y a des tas de pathologies qui ne se voient pas comme ça, hein, c'est la clinique qui prime là-dessus. Alors, il y a eu un petit souci avec cette définition, c'est le décrite en termes d'une telle lésion. Les gens de l'IASP ont dit, ouais, alors ceux qui n'ont pas le langage, du coup, ils sont exclus d'une partie de cette définition. Donc, ils nous ont fait une deuxième définition
qui est celle qui est en dessous. Hein. Le début, c'est pareil, hein, expression sensorielle, émotionnelle, désagréable. Alors c'est là où ça se complique, hein, associé à ou ressemblant à, celle associée à, En fait, alors j'espère que je ne vais pas choquer les gens qui sont là. Dans la population dont on parle, lorsqu'il y a une déficience intellectuelle, nous, on s'en fiche un peu qui parle ou qui ne parle pas, parce que ce n'est pas le langage qui va nous aider. En fait, avec le collectif douleur là, qui existe maintenant depuis plus de 10 ans, on s'est rendu compte que dans ce cadre-là, des personnes TSA, TND, avec déficience intellectuelle, ceux qui parlent sont moins rapidement et moins bien pris en charge que ceux qui ne parlent pas. Parce que ceux qui parlent, on croit qu'ils comprennent. Ben, ce n'est pas du tout évident. Hein. Et souvent, nos questions induisent les réponses. Hein. T'as mal à la tête? Ouais, j'ai mal à la tête. Ouais. Ben, peut-être qu'il a mal, peut-être pas. Peut-être que c'est la tête, peut-être pas. Hein. Donc, on se fait vraiment, quand on travaille pas dans ce milieu-là et qu'on reçoit un enfant comme ça, ou un adulte, hein, eh ben très souvent, si on se contente juste de cette expression-là, eh ben on se fait piéger, très souvent. Hein. Et c'est pour ça que nous, le langage, bon, bien sûr qu'on ne va pas empêcher les gens de parler, évidemment, mais ce n'est pas ça qui va nous aider à savoir est-ce que c'est de la douleur, est-ce qu'il a mal, à quel endroit il a mal, voilà, ça c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Alors les voies de la douleur, on les connaît. J'ai simplifié, hein, mais à la fin de la présentation, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Hein. Il y a ce qu'on appelle la composante sensorio-discriminative, c'est-à-dire je vous mets un bandeau sur les yeux, vous ne me voyez pas. Je m'approche de vous et je vous pique le doigt avec une aiguille. Alors même que vous ne m'avez pas vu, vous êtes capable de dire « tu m'as piqué le doigt avec un truc pointu ». Hein. Ça passe par des fibres neurologiques qu'on connaît. On sait où sont les centres de la douleur, on sait où ça va, hein, et ça va très très vite. Il y a une autre composante, qui est la composante affective, qui fait que vous retirez votre main parce que ça fait mal. Hein. La douleur aiguë, hein, la stimulation de douleur aiguë, c'est quelque chose qui nous protège, c'est un signe d'alarme. Heureusement qu'on ressent la douleur, hein. Sinon on aurait des ampoules aux pieds tout le temps, des caries dentaires, etc. etc. Donc cette composante affective, on sait aussi par où ça passe, on sait aussi où ça va se loger dans le cerveau. Voilà, ça, c'est des voies qu'on connaît. Et puis, il y a une autre composante, qui est la composante cognitive. Alors, la composante cognitive, ce qui fait un peu appel un peu à la mémoire de la douleur, c'est... j'arrive ici pour la conférence, on me sert un café brûlant, je ne fais pas attention, je le bois, je me brûle. Demain, je reviens pour une conférence identique, on me sert un café brûlant, j'attends 5 minutes, 10 minutes, parce que hier, je me suis brûlé. Alors cette composante-là, dans la population dont on parle aujourd'hui, elle peut dysfonctionner. Hein. Cette composante-là peut dysfonctionner parce que ces personnes ont très souvent un traitement séquentiel de l'information. Vous savez, pour essayer de les rassurer et de bien obtenir le traitement de l'information, on fait des plannings à la journée, on va dire voilà, il y a ça à faire, il y a ça à faire, et tout est bien séquencé. Hein. Ça, c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est pour pouvoir apaiser un petit peu et puis savoir ce qu'il y a à faire. Donc je traite une information. Ensuite, je traite une information. Ensuite, je traite une information. Si pendant ces séquences-là, il se passe un événement potentiellement douloureux, je me pique, je me pince, je me brûle, je tombe, il se peut que vous ne voyez pas de réaction. Hein. Vous dites, oh, dis donc, il n'a pas réagi, c'est étonnant. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas. L'information, elle arrive bien, hein, sauf qu'elle est stockée parce que j'en traite une autre. Je traite ce qu'on me demande de faire. Voilà, voilà. Mais 2 heures après, 3 heures après, il y a une pause. Hein, voilà. Là, je n'ai plus rien à traiter. L'information de douleur revient et je vais avoir un gros trouble du comportement. Ce qui fait que vous pouvez très bien avoir... Vous êtes de l'équipe de l'après-midi, il s'est passé un problème le matin, mais on ne vous en a pas parlé parce qu'on n'a pas vu de réaction. Ce n'est pas qu'on ne veut pas vous le dire, mais bon, a priori, il se serait brûlé, mais il n'a pas réagi. Bon, hop, on donne pas cette information-là. L'équipe de l'après-midi prend en charge la personne, et au moment d'une pause, une récréation, donc où je n'ai pas d'informations à traiter, et là, je vais avoir un énorme trouble du comportement. Et si on ne vous a pas dit ce qui s'est passé ce matin, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre pourquoi maintenant il y a un trouble du comportement, alors que c'est dans un environnement qu'il connaît, avec des gens qu'il connaît, etc. Hein. Donc ça, c'est une des caractéristiques de la douleur dans cette population-là, c'est le décalage qui peut exister entre la stimulation douloureuse et l'expression de la douleur. Donc si on assiste à quelque chose de potentiellement douloureux ou qui nous fait sursauter alors qu'on ne voit rien, on transmet cette information-là.
on la transmet. Et ça peut être très très décalé dans le temps, donc y compris aux veilleurs de nuit par exemple. Hein, d'accord ? Donc ça c'est très important. Pour que vous puissiez ressentir la douleur, vous avez sur votre corps des nocicepteurs, des récepteurs à la douleur. Ce sont des terminaisons nerveuses tout à fait spécifiques qui sont spécialisées. Vous avez les récepteurs à la douleur à la température, le chaud, le froid, hein, on appelle ça les thermorécepteurs. Vous avez les récepteurs à la pression, on va appeler ça les barorécepteurs. Vous avez des chémorécepteurs qui se mettent en route quand il y a des réactions chimiques dans l'organisme. Vous avez des récepteurs silencieux, hein, ce sont des récepteurs à la douleur, mais que vous ne pouvez pas activer. Ce sont les autres récepteurs qui vont les activer. Donc il y a tout un tas de récepteurs comme ça qui font qu'on ressent la douleur à différents endroits. Il n'y a que dans le cerveau où il n'y en a pas, mais partout ailleurs, il y en a. Hein. Le problème de ces nocicepteurs, c'est qu'ils peuvent se sensibiliser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus vous les activez, et plus ils se mettent en route rapidement. Dit autrement, plus vous avez mal, et plus vous aurez mal, et non pas plus vous serez résistant à la douleur. Ça, c'est très important. Hein. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation à la douleur. Le douloureux chronique, celui qui fait l'expérience de la douleur pendant plus de 3 mois, et que ça dure des années, il est complètement sensibilisé à la douleur, et ça, je me roule par terre. Alors que moi qui ne suis pas douloureux chronique, ça me fait juste un tout petit peu mal, hein, parce que ça arrive très vite. Alors, ça a un impact, par exemple, on voit dans les consultations de douleur, vous verrez tout à l'heure, quand on cherche les causes, on va vite arriver à des causes principales, comme par exemple la constipation. La constipation, qu'est-ce que c'est ? Vous avez l'intestin qui se bloque un peu, en amont, il se dilate, puisqu'il est bloqué, ça met en jeu les barorécepteurs, les récepteurs à la douleur, à la pression, du coup ça fait mal au ventre. Et vous avez quelqu'un qui est amené en consultation de douleur, et puis on fait un peu le tour de la question, et puis on s'intéresse au transit, et on dit, oui, et là, oui, il a 1 selle ou 2 selles par semaine, très dur, et comme ça. Et là, on dit, tiens, peut-être on pourrait s'intéresser à ça, parce que ça, on sait que ça fait mal au ventre. Et on vous répond, non, mais ça fait très longtemps que c'est comme ça. Eh bien, c'est justement parce que ça fait très longtemps que c'est comme ça, qu'aujourd'hui, il a très mal. La stimulation n'est pas plus forte qu'avant, c'est la même constipation, mais elle dure depuis longtemps. Il s'est sensibilisé à la douleur, et il est beaucoup plus douloureux. Donc il faut être très vigilant par rapport à ces douleurs qui durent. Et puis il y a un autre problème avec ces nocicepteurs, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des récepteurs silencieux, ceux que vous ne pouvez pas mettre en route. Si je me tape le bout des doigts, comme ça, j'ai mal au bout des doigts. J'ai pas mal dans le bras, j'ai pas mal dans l'épaule, j'ai pas mal... Voilà. N'empêche que si je fais ça pendant longtemps, plus de 3 mois, hein, mes récepteurs silencieux, petit à petit, vont s'activer à cause des premiers récepteurs qui sont sensibilisés. Et je vais commencer à ressentir la douleur dans le bras, dans l'épaule, partout. Et quand vous avez quelqu'un qui vient en consultation de douleur chronique, donc quelqu'un qui souffre depuis des années, hein, et quand on dit, bon, et alors vous avez mal où ? Eh bien, il n'est pas capable de vous dire. En fait, il ressent la douleur un peu partout. Hein. Et ça, c'est quelque chose de réel. C'est pas quelque chose... On ne va pas dire, oh là là, c'est un déprimé, celui-là, pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui ressent la douleur partout à cause de ces histoires de récepteurs silencieux. Et plus la douleur dure dans le temps, et plus ça devient compliqué pour la personne de dire et de décrire ce qu'elle a et de la localiser. C'est à cause de ces histoires de sensibilisation et de récepteurs silencieux qui s'activent. Et la douleur, elle a été... on l'a classé en 3 catégories. Hein. C'est l'IASP qui a fait ça, avec évidemment des intersections, toujours. Donc la douleur par hypernociception, on va développer ça, c'est ce que vous connaissez le mieux. La douleur neuropathique neurogène, on va le développer aussi un petit peu, parce que vous en avez entendu parler, mais peut-être vous n'avez pas entendu parler de la catégorie qui est marquée ici, nociplastique, les douleurs nociplastiques. Alors en fait, vous savez ce que c'est. On a classé dans les douleurs nociplastiques ce qu'on a pu appeler à un moment les douleurs psychosomatiques, somatoformes, voilà, toutes ces douleurs anxiogènes, etc., etc. Alors attention, ce ne sont pas des simulateurs. Ce ne sont pas des simulateurs. C'est des gens qui souffrent, hein, mais qui vont vous décrire une oppression thoracique, quelque chose qui ressemble vraiment à un infarctus du myocarde, qui vont vous décrire des douleurs abdominales violentes, éventuellement des brûlures d'estomac. Il n'y a pas d'infarctus, il n'y a pas d'insuffisance respiratoire, il n'y a pas d'ulcère d'estomac. Simplement, il y a une expression physique d'une tension qui va être très importante et qui va les faire souffrir.
Ça, c'est vraiment, ça fait partie des douleurs. Évidemment, c'est des gens qu'on ne va pas mettre sous morphine. Mais il faut vraiment savoir que tout ça, ça fait partie de la douleur en général, comme je disais tout à l'heure. On a classé, par exemple, dans les douleurs nociplastiques, on a classé les fibromyalgies, par exemple. Ces personnes qui ont des douleurs diffuses, un jour c'est à droite, un jour c'est à gauche, il y a une paresthésie cutanée, les examens sont normaux, les traitements ne marchent pas. Et je vous assure que c'est des gens qui souffrent, d'accord, avec en plus toujours associé une grande fatigue chronique. Alors la douleur par hypernociception, c'est ce que vous connaissez le mieux, les douleurs mécaniques, je me tords la cheville, les douleurs par hyperstimulation, c'est les entorses, je fais toujours le même mouvement, pas les tendinites, pardon, inflammatoires, toutes les pathologies inflammatoires, ça fait mal, infectieuses, un abcès, ça tire les tissus, ça gonfle, ça fait mal, voilà. Donc aigu ou chronique, c'est n'importe quelle douleur, c'est comme ça. Dès que vous basculez avec des douleurs répétitives pendant plus de 3 mois, et ça vient vite, vous basculez dans la douleur chronique. Et la douleur chronique, c'est une maladie en soi, parce qu'en fait, c'est pas que la stimulation douloureuse qui va poser problème, c'est aussi la sensibilisation à la douleur, c'est aussi ces fameux récepteurs silencieux, et c'est aussi la modification de tout ce qui est protecteur. Vous savez que si moi je me tape et que je fais rien, mon corps va essayer de me protéger même sans que je fasse rien. Il va sécréter des morphines endogènes, donc on appelle ça des endorphines. Voilà. Il va mettre en route tout un cycle avec la sérotonine sans que je fasse rien. Et petit à petit, ça va s'arrêter. Le problème du douloureux chronique, c'est que ce système-là s'épuise. Puis on parlera tout à l'heure du seuil de la douleur qui va aussi mobile. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vient, ça fait 5, 6, 10 ans qu'il souffre et qu'il vient en consultation de douleur chronique, il y a tout ça qui rentre en compte. Et si, par chance, on arrive à trouver quelle est l'origine initiale de la douleur et qu'on arrive à réduire énormément la stimulation douloureuse pour revenir à des choses, eh bien, il faudra plusieurs années pour que tout le reste redevienne à la normale. Donc, c'est vraiment... la douleur chronique, en soi, c'est vraiment une maladie, quoi. Alors, dans le cadre de ces douleurs par hypernociception, eh bien, les traitements qu'on va appeler antalgiques, ce que vous connaissez, paracétamol, les anti-inflammatoires, ce qu'on appelle les paliers 2, la codéine, les tramadol, les paliers 3, les morphiniques, tout ça, c'est tout à fait adapté pour ce type de douleur. Donc ça, on sait à peu près faire. À côté de ces douleurs par hypernociception, vous avez les douleurs neuropathiques ou neurogènes. Alors là, il faut qu'il y ait un nerf de coincé dans l'histoire. Donc, vous connaissez peut-être le syndrome du canal carpien. J'ai un nerf de coincé dans le poignet. Il est très serré. Du coup, j'ai des brûlures, des picotements, des décharges électriques dans les mains. C'est très, très pénible. Toutes les névralgies, c'est des douleurs neuropathiques. Le zona, c'est une douleur neuropathique. La sciatique, c'est une douleur neuropathique. On va dire que c'est une douleur mixte quand vous avez une grosse hernie discale inflammatoire à côté, mais enfin, ça fait quand même une douleur neuropathique. 20% des diabétiques vont faire des neuropathies diabétiques. Donc, et les neuropathies diabétiques, ça va se traduire par des brûlures au niveau des extrémités, souvent les pieds, puis ça remonte jusqu'au mollet, brûlures, décharges électriques, démangeaisons, impression de grand froid quelquefois, picotement. Ça, ce sont les douleurs neuropathiques. C'est les petits pictos que j'ai mis là. Vous avez, dans ces douleurs neuropathiques, elles peuvent être périphériques ou centrales, puisque la moelle et le cerveau, c'est aussi du système neurologique. Et donc, par exemple, périphérique, syndrome du canal carpien, et central, les douleurs centrales, vous en connaissez. Par exemple, les douleurs de membres fantômes. J'ai eu un accident grave, ma main gauche a été amputée pendant l'accident, et je vais revenir en consultation douleur parce que je vais dire, la nuit, je ressens ma main que je n'ai plus, mais je la ressens, elle me fait très très mal, ça me pique, ça me brûle, c'est très très pénible, dans ce qu'on appelle les douleurs de membres fantômes. Et là, donc, il faut bien qu'on arrive à essayer de soulager la personne. En fait, dans votre cerveau, vous avez une représentation de votre corps qui est en fonction de son innervation, et la main est très représentée. Et alors, vous avez peut-être vu ces systèmes de rééducation pour les personnes amputées qui sont avec un miroir, ou maintenant un par ordinateur, mais c'est le même principe. J'ai un miroir, je vais mettre la main que j'ai encore, je la mets en face du miroir. Du coup, elle se reflète à l'envers, comme si c'était ma main gauche. Et là, la consigne, c'est de regarder le miroir et de bouger ma main droite
pour détendre, et je trompe mon cerveau qui a l'impression que c'est ma main gauche qui bouge. Voilà, c'est des rééducations comme ça qui se font, que vous avez sûrement vues. Ces douleurs fantômes, il existe aussi, par exemple, si vous avez fait un AVC, un accident vasculaire cérébral avec une hémiplégie, avec des brûlures tout le long du corps. Alors, dans les douleurs neuropathiques, il y a une caractéristique tout à fait particulière qui est très souvent présente, qui est le terme qui est marqué là, allodynie, hein, en bas là. L'allodynie, qu'est-ce que c'est? C'est la production d'une douleur par une stimulation non douloureuse. Par exemple, vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un qui a eu une grosse chirurgie et on ne peut pas toucher la cicatrice. Dès qu'on touche la cicatrice, ça lui fait des décharges électriques. Ça veut dire que pendant la cicatrisation et la fibrose, il y a eu des petites fibres neurologiques qui se sont prises dedans. Ou alors, vous avez quelqu'un qui a eu un zona au niveau intercostal, hein, le nerf intercostal a été abîmé. Alors, il a des brûlures, ça lui fait très très mal. Vous pouvez appuyer fort dessus, ça va plutôt le soulager. Mais le léger frottement de la chemise, c'est insupportable, insupportable. Donc c'est ça l'allodynie. Hein. Nous, on a eu un jeune qui a été hospitalisé, 30 ans à peu près, trouble du neurodéveloppement, TSA, déficience intellectuelle, diabétique à l'insuline depuis l'âge de 5 ans. L'équipe de nuit raconte que la nuit, il découvre ses jambes, pas tout le corps, juste les jambes. Du coup, elles attendent qu'il dorme et elles recouvrent la nuit avec le drap sur les jambes pour qu'il n'ait pas froid. Et ça le réveille et ça entraîne une grosse crise. Et l'équipe de jour dit, quand on a fini la douche, qu'on cherche des habits, si on a des habits très serrés, type leggings ou chaussettes très serrées, ça va. Si c'est un pantalon ample, type pantalon de pyjama qui flotte, là, grosse crise. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la description d'une allodynie chez un diabétique. C'est une douleur neuropathique, c'est pas du tout un trouble psychiatrique, d'accord? Voilà. Alors, vous avez peut-être dans les personnes que vous prenez en charge des gens qui ont des hyperesthésies cutanées. On ne peut pas les toucher. Ils n'aiment pas du tout ça. Ils se déshabillent tout le temps. Ils déchirent leurs vêtements sur tout le corps, comme ça. C'est très compliqué. Hein. Alors, ça ressemble beaucoup à l'allodynie, ça, sauf que l'allodynie, normalement, c'est dans le trajet du nerf qui est abîmé. Ce n'est pas sur tout le corps. Hein. Notre diabétique de tout à l'heure, ce n'était pas tout le corps, c'était qu'au niveau des jambes. Eh bien, cette hyperesthésie cutanée, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a eu un papier qui a été très bien fait là-dessus. Il faut considérer que c'est une douleur neuropathique centrale. C'est une sorte d'allodynie centrale. Et si vous ne tenez pas compte de cette particularité sensorielle, et que vous dites « si, tu vas quand même mettre ton vêtement », eh bien, ce n'est pas un inconfort que vous produisez, c'est une douleur. Hein, c'est une douleur. Si vous ne tenez pas compte des particularités sensorielles que vous avez mis en évidence, alors là, on parle au niveau cutané, mais ça peut être au niveau visuel, ça peut être au niveau auditif. Si vous n'en tenez pas compte, hein, non, tu ne vas pas porter tes lunettes de soleil parce qu'on est dans la salle et qu'il n'y a pas de soleil. Si vous faites ça, vous produisez de la douleur. Hein. Et le migraineux, il sait ça. Le migraineux, quand il est en crise et qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, non seulement c'est très pénible, mais ça augmente l'intensité des maux de tête. D'accord ? C'est ce que nous produisons, nous, si nous ne respectons pas les particularités sensorielles qu'on a mis en évidence. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est des choses pour lesquelles il faut être extrêmement prudent, extrêmement vigilant. Ça nous est arrivé, nous, pour une personne qui avait il se déshabillait tout le temps, il vivait pratiquement tout nu, il supportait rien du tout, quoi. Hein. Et donc c'est très handicapant, et malgré l'aide des psychomotes et des ergots, pour l'intégration sensorielle, on n'y arrivait pas. Et donc on a mis pour lui un traitement de douleur neuropathique, et on a beaucoup soulagé la personne. Donc on est vraiment dans ce champ-là. Hein. Alors le problème de ces douleurs neuropathiques, c'est que les traitements qu'on va dire antalgiques, hein, ceux qui calment la douleur, habituellement, ils ne fonctionnent pas. Hein. Paracétamol, anti-inflammatoire. Alors, bien sûr, si c'est une douleur mixte, on aura un petit peu d'effet. Mais si c'est une douleur purement neuropathique, on n'aura pas d'effet. Hein. Donc, si vous avez par exemple quelqu'un pour lequel vous dites, non, lui, on a cru qu'il avait mal, on lui a donné un anti-inflammatoire ou du paracétamol, ça n'a rien changé, du coup, c'est que ce n'est pas de la douleur, vous ne pouvez pas dire ça, parce que si c'est une douleur neuropathique, les traitements comme ça ne marche pas. Hein. Donc on a recours à d'autres types de molécules, d'autres traitements, qui sont certains antidépresseurs,
hein, des vieux antidépresseurs en particulier, mais à des doses extrêmement faibles. Je ne rentre pas dans le détail des médicaments, mais s'il y a des questions, je répondrai, hein, d'accord, à des doses très faibles. Et ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être déprimé, c'est quelqu'un qui a une douleur neuropathique pour lequel on va mettre ce traitement-là et qui va l'aider. Et puis certains antiépileptiques aussi, mais ça on le savait déjà, hein, Tegretol dans la névralgie faciale, ça fait longtemps que c'est utilisé. Voilà, alors même que la personne n'est pas forcément épileptique. Hein. D'ailleurs, l'épilepsie, ça doit être considéré comme une douleur neuropathique. Hein. C'est vraiment des décharges. Et les gens qui ont des épilepsies pas très évidentes, comme l'épilepsie temporale, choses comme ça, c'est des gens qui ont des gros troubles du comportement. Hein. Donc, voilà, on a recours à ce type de traitement-là. Et aussi à la neuromodulation. Dans les douleurs neuropathiques, c'est très intéressant, la neuromodulation. Donc, vous connaissez peut-être le TENS, hein, la stimulation transcutanée. Ce sont des électrodes qu'on va coller sur la peau. Mettons que j'ai une sciatique chronique, je ne veux pas prendre de médicaments ou je ne les supporte pas bien. Donc, je vais coller des électrodes sur le trajet du nerf et qui relient un petit appareil grand comme un téléphone portable qui va envoyer une petite stimulation électrique. Les kinés, souvent ont ça pour les séances de kiné. Et dans les centres douleurs, nous, on peut le prescrire pour que la personne l'ait à domicile et fasse tous les jours 3 fois une demi-heure de séance pour que ça lui calme sa douleur neuropathique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être très utilisées. On peut mettre aussi une électrode directement dans la moelle. Hein. Par exemple, moi, je suis un vétérinaire qui s'est fait bouffer le pouce par un chien, donc il a une douleur de membre fantôme importante, et il supportait pas bien les médicaments, pour la conduite, c'était compliqué, donc on a fait poser une électrode directement dans la moelle et il ressent plus la douleur. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis, ce qui se développe beaucoup en ce moment dans le cadre des douleurs neuropathiques, c'est pas encore homogène selon les services, mais ça se développe, c'est la RTMS. La RTMS, c'est quelque chose que les psychiatres connaissent bien depuis un moment parce qu'ils l'utilisent dans la dépression. Et nous, dans la douleur neuropathique, on commence à l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est la RTMS? C'est un aimant, une bobine, que je vais mettre à quelques centimètres du cuir chevelu. Ça n'a rien à voir avec l'électrochoc. Hein. Vous êtes assis sur une chaise et vous n'êtes pas endormi. Hein. À quelques centimètres du cuir chevelu, c'est une bobine qui va être reliée à un appareil qui va envoyer un champ magnétique toutes les secondes pendant 15 minutes. Et puis on répète ça plusieurs fois par semaine, plusieurs semaines par mois, jusqu'à ce qu'on ait une aide sur la douleur neuropathique. Voilà. Et ça, c'est des choses qui se développent et je pense que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à ça. Alors, tous les protocoles ne sont pas pareils. D'abord, il faut vraiment savoir à quel endroit il faut mettre la bobine. Donc souvent, il y a une cartographie avec un casque hein, qui est faite, puis après, quelle est l'intensité du champ magnétique. Mais ça, c'est des histoires de protocoles, et c'est des choses qui vont bien se développer. Donc, on l'utilise déjà. Hein. Et dans le cas de la douleur neuropathique, c'est pas mal. Dans les autres douleurs, pas terrible. Mais dans la douleur neuropathique, ça commence à être bien utilisé. Puis, c'est pas un médicament, donc comme souvent, ils sont un peu polymédicamentés, c'est utile. Alors là, je vous ai fait un schéma ultra simplifié. Alors, vous allez m'excuser s'il y a des puristes un peu dans la salle, mais c'est pour qu'on puisse comprendre. Vous avez ici la stimulation douloureuse. Vous avez les fibres de la douleur que l'on connaît. Hein. On sait les identifier. D'ailleurs, elles sont tellement petites, ces fibres de la douleur, que si vous faites un électromyogramme, vous ne les voyez pas. Hein. Donc, quelqu'un qui a un électromyogramme négatif, enfin, sans anomalie, ça n'exclut pas une douleur neuropathique. Hein. Il faut faire des potentiels évoqués laser. Ça arrive à la moelle. Et ça monte au cerveau. Alors là, j'ai marqué que 2 centres de la douleur, mais il y en a plus que ça. Hein. C'est plus simplifié. Avec le thalamus, qui est une sorte de hub là. D'ailleurs, si vous avez travaillé en gériatrie avec des personnes qui ont fait un AVC dans la zone du thalamus, c'est une catastrophe. Il n'y a plus aucun contrôle de douleur possible. Hein. Donc, ce que j'ai marqué en bleu foncé, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure sensoriel discriminatif, et puis en bleu clair plutôt émotionnel. On est bien d'accord qu'il y a d'autres centres de la douleur. Mais c'est pour vous dire qu'on les a identifiés et qu'on les connaît. Hein. Ça fait plus de 15 ans qu'il y a des articles qui sont parus là-dessus. Et du coup, on s'est dit, finalement, ces personnes dont on parle aujourd'hui, pour lesquelles on a l'impression qu'ils ne ressentent pas la douleur, eh ben, est-ce qu'ils sont câblés finalement? Est-ce qu'ils sont câblés? Alors, les études qui ont été faites à l'époque sont très très claires, c'est oui, tout ça c'est câblé, il n'y a pas de problème. Le problème, ce n'est pas le câblage, le problème c'est là-haut, là, le traitement de l'information. Qu'est-ce qui se passe dans ce traitement de l'information pour qu'on ait l'impression qui ne ressentent pas la douleur. Hein. Alors là, il y a plusieurs explications déjà connues, puis d'autres sans doute pas encore connues. Hein. La première, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, le traitement séquentiel de l'information. Voilà.
Donc mon information, elle arrive, mais j'en traite une autre, donc je ne peux pas la traiter. Et elle va être traitée quand j'ai rien d'autre à traiter. La deuxième, une des autres explications, c'est tout ce qui est stress, anxiété, émotion. Vous, par exemple, si vous avez un accident de circulation grave, et pendant cet accident de circulation, votre bras est arraché, je vous promets que pendant 5 minutes, vous n'avez pas mal. Promis. Sidération nerveuse. Alors après, ça pique un peu, mais au début, on n'a pas mal. Okay. Eh bien, les personnes dont on parle aujourd'hui, stress, anxiété, émotion, là, il se passe un événement particulier, eh bien, ça va aussi beaucoup. Alors, c'est pas comme vous et moi, c'est 10 fois comme vous et moi. Ça aussi, ça a été mesuré. Eh bien, tout ça, ça va flouter ce retour d'information qui fait que finalement, je ne sais pas ce qui m'arrive, quoi. Donc ça fait partie des explications qu'on a pour cette pseudo-insensibilité à la douleur. Mais c'est vraiment pas une insensibilité à la douleur, d'accord? Alors, les gens qui ressentent pas la douleur, ça existe. C'est exceptionnel. Moi, j'en ai entendu parler que dans les congrès. J'en ai jamais vu. Et pourtant, ça fait longtemps que j'exerce. C'est des gens qui naissent avec une anomalie. Ils naissent avec une agénésie des fibres de la douleur. Ils n'ont pas les fibres de la douleur. C'est des gens qui sont capables d'aller vous prendre un plat dans le four à 200 degrés avec les mains et de vous l'amener sur la table. Vous avez des frites qui bouent dans la friteuse, tiens, je te donne une poignée, comme ça, avec la main. Même pas mal, sauf que la main est brûlée. Ils n'ont pas ce système d'alarme que nous, on a. C'est une vie de galère, d'accord? Il faut être en hypervigilance tout le temps, parce que sinon, vous ne voyez pas que vous avez une ampoule à pied, vous n'avez pas une carie dentaire, etc. C'est dramatique, d'accord? Ça ne correspond pas du tout à la population dont on parle aujourd'hui. C'est vraiment exceptionnel. Alors, si j'étais venu ici dans les années 80, je vous aurais dit, le nourrisson ne ressent pas la douleur. Et ce que disait la maman tout à l'heure, au début, on disait les nourrissons, les handicapés ne ressentent pas la douleur. Alors, pour les nourrissons, pourquoi est-ce qu'on a dit ça? On a dit ça parce qu'on avait trouvé chez les nourrissons des fibres neurologiques sans gaine de myéline. La gaine de myéline, on va dire, c'est un peu comme ce tissu, le plastique qui entoure le fil électrique. Et donc, il a comme fonction, cette gaine de myéline, elle a comme fonction que l'information, elle aille vite et que ça le protège. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le zona fait partie des douleurs neuropathiques? Parce que le virus du zona, il fait des trous dans la gaine de myéline. Donc, c'est pour ça que ça fait des douleurs neuropathiques. Donc, on a trouvé chez le nourrisson des fibres neurologiques sans gaine de myéline. Du coup, on a conclu que son système neurologique était immature. Du coup, puisque son système neurologique est immature, il ne ressent pas la douleur. Et on a fait, à cette époque-là, j'ai vu des vidéos, et je vous assure qu'on n'oublie pas, trachéo sans anesthésie. Moi, j'ai vu un bébé avec brûlure, 3e degré, soin de brûlure, donc je ne sais pas si vous imaginez, sans anesthésie. Mais arrête de pleurer, t'as pas mal, tu ne ressens pas la douleur, tu as juste peur, etc. Voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que c'est vrai que chez le nourrisson, il y a des fibres neurologiques sans gaine de myéline. Mais c'est vrai chez vous aussi. C'est vrai chez votre grand-père, c'est vrai chez votre arrière-grand-père, si vous l'avez toujours. Ce n'est pas une histoire de maturité. C'est une constitution comme ça. Et le problème, c'est que les fibres neurologiques sans gaine de myéline, ce sont lesquelles? Ce sont celles-là. Ce sont celles de la douleur, justement. Donc, on est un peu embêté. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le nourrisson, il est bien câblé à partir du 7e mois de grossesse. À partir du 7e mois de grossesse, tout est en place. D'accord? Et ce qui est immature à la naissance et pendant quelques semaines, c'est les systèmes de contrôle de la douleur, sécrétion d'endorphines et ce comme ça. Donc, c'est double peine chez le nourrisson. Non seulement il ressent la douleur, mais en plus, il n'a aucun moyen de s'en protéger. Donc, on part de là. Et alors, c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, oh là là, alors maintenant qu'on sait que le nourrisson, il ressent la douleur, comment je vais faire pour savoir quand il pleure? Est-ce qu'il a mal ou est-ce qu'il a faim? Voilà. Alors, c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve lorsqu'on a des personnes avec déficience intellectuelle, troubles du neurodéveloppement, et pour lequel il se met à crier. Pourquoi il crie? Est-ce qu'il n'est pas content? Est-ce qu'il a mal? On est dans la même situation. Ou alors, vous avez en charge des personnes Alzheimer ou des gens dans le coma qui se mettent à s'agiter. Il n'est pas capable de nous dire. Donc, c'est à partir de ce moment-là que sont nées les fameuses échelles d'hétéro-évaluation de la douleur. C'est à partir de ça. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, nous?
bah, on utilise ça en fait, hein, on n'a rien inventé du tout, on utilise ce travail-là et on l'adapte à la population dont on a la charge. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un résumé de ce que je voulais vous dire. Bon. Alors, la douleur, c'est un modèle pluridimensionnel. Ça dépend de plein de choses, la douleur. Ça dépend de comment elle survient, la douleur. Hein. Par exemple, je suis au bord de l'estrade, je suis un peu maladroit, je tombe, je me fais mal. Je suis au bord de l'estrade, il y a quelqu'un qui vient derrière moi qui me pousse, je tombe, bah, la douleur, c'est pas la même. C'est pas la même parce que là, il y en a une où je suis responsable et l'autre, je suis pas responsable. Et donc, je vais pas réagir pareil. Hein. D'accord ? Donc ça, et on voit ça, nous, dans les consultations de douleur chronique. Vous avez quelqu'un qui vient, docteur, ça fait 10 ans que j'ai mal, j'en ai marre, personne n'arrive à me soigner, j'ai une ordonnance longue comme le bras, j'ai déjà vu 25 médecins, et là, mon médecin traitant, il veut plus augmenter mes médicaments parce qu'il dit que j'en ai trop, mais moi, j'ai toujours mal. Bon, et là, on comprend bien que si on continue à augmenter les médicaments, on va rien améliorer de plus. Et vous vous apercevez, dans la conversation, avec les questions que vous posez, que dans son histoire, cette douleur, elle a commencé suite à un accident de travail qui n'a pas été reconnu comme accident de travail. Si vous ne mettez pas ça dans la boucle de la prise en charge, vous pouvez mettre les médicaments que vous voulez, ça ne va pas marcher. Hein. Il faut absolument prendre l'environnement, c'est très important. Hein. Du coup, la douleur, c'est subjectif. Tout le monde ne ressent pas la même chose à une même stimulation douloureuse. Ça dépend de comment ça survient. Ça dépend de si vous êtes douloureux chronique ou pas. Hein. Ça dépend de si vous êtes un homme ou une femme, ça dépend de plein de choses comme ça, d'accord ? Donc c'est subjectif, d'accord ? Ça c'est très important. Donc on ne va pas tout de suite juger son voisin qui se roule par terre quand il se tord la cheville en disant « il en fait des caisses, hein, moi ça ne me fait pas ça ». Vous n'en savez rien en fait, vous n'en savez rien. Hein. Il y a toute cette sensorialité qui est très individuelle. Donc nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on s'intéresse aux comportements, qu'on observe les comportements, et non pas qu'on les interprète trop vite. Hein. Parce qu'on voit ça, il vient en consultation de l'art, qu'est-ce qu'il a ? Il se met à crier, oui, mais vous savez, il n'a pas vu sa grand-mère, il fait chaud, il fait froid. Mais en fait, on n'en sait rien, ça c'est nos interprétations. On observe, on observe, on observe, on observe. Et c'est qu'après, on va essayer de tirer des conclusions. Mais l'observation, il faut être le plus fin possible, même si ça prend du temps, même s'il faut aller chercher dans des tas de choses. Et on va observer les comportements moteurs, l'agitation psychomotrice, il saute, il s'agite, il casse tout, voilà. Comportements verbaux, il crie, il gémit, il a des vocalises de plus en plus forts, voilà. Les comportements physiologiques, il transpire, il a une dilatation des pupilles, tu as vu comment il respire, oh là là, la fréquence cardiaque est élevée, voilà, tous ces trucs-là. On a besoin de ça, d'une association de signes. C'est très important l'association des signes et des observations que vous allez faire, parce qu'un signe tout seul, ça ne suffit pas. Si vous dites, quand il a mal, il pleure. Moi, je peux pleurer quand j'ai mal, mais je peux pleurer parce que je suis ému, je peux pleurer parce que j'épluche des oignons. Donc vous voyez bien, le fait de pleurer, ça ne suffit pas, ça suffit pas. Il faut une association de signes, d'accord ? Et puis cette chose aussi, on sait très bien que la personne qui va être dans le plus d'agitation, plus de cris, plus d'agressivité, il va démonter la pièce, Donc là, il y a tout de suite des voyants rouges, hey, il se passe un truc, venez nous aider, machin, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe ? Le contraire, anormalement prostré, anormalement silencieux, anormalement immobile, ça a la même valeur. Ne dites pas, je vais passer une bonne journée, pas du tout. Il est en train de se passer un truc qui n'est pas normal et qui peut être aussi grave. Si parmi vous, il y en a qui ont travaillé avec des nourrissons, il y a une pathologie chez les nourrissons qu'on rencontre qui s'appelle l'invagination intestinale. Vous avez l'intestin qui s'invagine, voilà, et ça fait une grosse réaction inflammatoire. Le nourrisson, il respire tout doucement parce que si ça touche la paroi abdominale, ça fait très 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 mal. Il est complètement hypotonique dans la grande majorité. Il est dans son berceau, il ne bouge pas. À l'heure du biberon, il ne pleure pas. Vous passez devant lui, il ne vous regarde pas, il ne bouge pas. Donc on dit, il est drôlement calme. Non, il est en train de faire une nécrose et si vous ne faites rien, il va mourir. Hein. C'est une urgence absolue, d'accord ? Donc vous, si vous en avez un en charge qui est anormalement dans le moins, il faut que ce soit un signal d'alarme aussi important que celui qui va vous démonter la pièce, d'accord ? Donc ça, c'est très important. Et puis, bien sûr, vous avez tout ce qui est interaction familiale, tout ça. On est fabriqué comme on est fabriqué. Hein. Si toute votre vie,
vos parents vous ont dit arrête de te plaindre, tu seras plus fort, les garçons, ça pleure pas, machin, machin. Eh ben, c'est pas une bonne idée. Hein. La douleur, c'est un système d'alarme. Alors, je dis pas qu'il faut en faire trop, mais il faut en prendre en compte. Hein. Et nous, dans les consultations de service, j'ai une petite journée dans la service de neurologie, on fait beaucoup migraine et céphalée. Vous avez une femme de 40-45 ans qui vient en consultation douleur chronique et qui dit docteur, je viens vous voir, je sais ce que j'ai des migraines. Mon problème, c'est que j'en ai 2 à 3 par semaine, en particulier tous les week-ends. C'est épouvantable, je suis en arrêt de travail, je crie après mes enfants, je parle plus à mon mari, c'est l'horreur, aidez-moi. Et là, on se pose 2 minutes et on dit, mais alors, la migraine se développe beaucoup à l'adolescence. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'adolescence et maintenant pour qu'on soit là? Et la réponse est toujours la même. Quand j'étais ado, ça a commencé à taper à droite, puis de temps en temps à gauche, puis le bruit, la lumière, puis j'ai des nausées. Donc je raconte ça à ma maman, et ma maman me dit, je sais ce que t'as. Ça s'appelle une migraine, t'es comme moi, t'es comme ta tante, t'es comme ta grand-mère, on est une famille de migraineux, il faudra que tu vives avec. Vous dites pas ça, hein, d'accord? Bien sûr que c'est souvent familial, mais ça se soigne. Parce que sinon, on se retrouve avec des migraineux chroniques, et ça, c'est pas du tout pareil à prendre en charge, pas du tout. Hein, d'accord? Donc, c'est pas parce que quelqu'un a mal qu'on va pas le soigner, d'accord? Voilà, puis on dit toujours, c'est vrai que toutes les cultures sont pas pareilles. Hein. Vous avez dans la salle d'attente du médecin de la douleur qui a 1 heure de retard, vous avez le polonais qui est comme ça, qui a très très mal, l'italienne, tout l'hôpital sait qu'elle a mal. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est juste culturel, voilà. C'est pas celui qui crie le plus fort qui a le plus mal. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, la modification de la douleur et de son expression avec le temps, plus les gens souffrent depuis longtemps, et moins ils vont être capables de la localiser, de la décrire. Ils vont même, et ça peut épuiser les soignants qui disent mais dites-moi ce que ça pique, ça brûle. Non, mais de temps en temps ça pique, mais là aujourd'hui ça pique pas. Enfin, voilà. Le douloureux chronique, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est difficile de le prendre en charge tout seul. Hein. On a besoin d'être plusieurs, on a besoin de plusieurs portes d'entrée. Dans les consultations de douleur chronique, on a l'infirmière douleur qui est bien formée aux techniques non médicamenteuses. On a quelquefois, on espère avoir le psychiatre ou le psychologue qui va nous aider. Voilà. Et c'est pas parce que quelquefois on entend non mais là j'y arrive plus, vous allez voir le psy. Non, c'est pas ça. C'est en même temps. C'est en même temps. Hein. Parce que c'est tout. On a besoin de toutes les portes d'entrée, y compris quelquefois un mi-temps thérapeutique. Enfin, tout un tas de choses. Voilà. Douleur centrale et périphérique, j'ai déjà parlé. On va vous parler du seuil de la douleur. Le seuil de la douleur, c'est à partir de quelle intensité j'ai mal. Alors, si les gens qui font de la recherche en douleur, ils sont capables de mesurer votre seuil de la douleur. Ils vous mettent une électrode dans la main qui est reliée à un appareil qui va faire chauffer l'électrode. Et la consigne, c'est attention, dès que ça vous brûle, vous lâchez l'électrode. Voilà. Alors comment ils font? Donc voilà, on va mettre 30 degrés, 32, 34, 36, 38. Aïe, ça me brûle. Donc je vais noter, alors on trouve entre 38 et 40. Je vais noter seuil de la douleur 38. Vous comprenez bien qu'on a tous intérêt à ce que notre seuil de la douleur soit le plus haut possible. Hein. Pourquoi? Parce que des petites douleurs au quotidien, on en a tous. Hein. Là, vous êtes assis sur des chaises un peu dures, au bout d'un moment, vous allez avoir mal aux fesses ou mal au dos, mais c'est pas grave. Hein. Si votre seuil de la douleur est haut, vous allez gérer cette douleur qui est modérée. Hein. Vous avez un oreiller que vous voulez changer depuis 3 mois, vous n'avez pas le temps. Le matin, quand vous vous levez, vous avez mal au cou. Mais c'est normal, c'est des douleurs normales du quotidien. Hein. Vous avez acheté des chaussures neuves, elles vous serrent un petit peu, c'est normal. Mais vous avez un seuil de la douleur qui est haut, du coup, vous allez gérer. Par contre, si vous avez un seuil de la douleur qui baisse, ces douleurs normales du quotidien, elles vont vous pourrir votre journée. Il n'y a rien de grave, hein, mais vous allez les ressentir davantage. Hein. Ça, c'est comme dans la météo, vous savez, température 0, ressenti moins 10. On s'en fout du 0, en fait, c'est le moins 10 qui est important. Hein. Pourtant, l'affichage, c'est bien 0. Non, c'est ce que je ressens. Eh bien, malheureusement, on peut faire baisser votre seuil de la douleur. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui ont une pathologie douloureuse chronique, ils lâchent l'électrode à 32 degrés. Voilà. Donc eux, déjà, le douloureux chronique, il a un seuil qui est bas. C'est pour ça que les médicaments, ça ne suffit pas. Parce que comme il a un seuil bas, tout est douloureux chez le douloureux chronique. Donc il n'arrête pas de se stimuler. Et puis,
l'autre chose aussi, c'est que moi, je peux faire baisser votre seuil de la douleur de façon artificielle. J'ai mesuré votre seuil de la douleur, j'ai trouvé 38. Et maintenant, je vous dis, voilà, vous allez regarder pendant 10 minutes des diapositives pas du tout sympas. La première diapo, vous avez un enfant qui se fait dévorer par un chien. En plus, c'est votre chien, puis l'enfant, vous avez l'impression de le connaître. Deuxième diapo, il y a un gamin qui a loupé son bus scolaire, il court après, il n'a pas vu le gros 4x4 qui est arrivé. Ok, voilà. Troisième diapo, vous allez chez le boucher, il y en a, c'est 10 minutes. Hein. Troisième diapo, vous allez chez le boucher, vous discutez, il est légèrement distrait, il se coupe le bras, ça gicle de partout. Oui. Je remesure votre seuil de la douleur, eh bien, vous lâchez à 30. C'est-à-dire que, de façon artificielle, j'ai fait baisser votre seuil de la douleur. Les personnes dont on parle aujourd'hui, le chauffeur de taxi change. Il y a du personnel intérimaire. Ça fait une semaine qu'il sait qu'il doit aller à la piscine. Zut, la piscine est fermée. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc le stress monte. Donc le seuil de la douleur va baisser. Les petites douleurs du quotidien, lui, il les a comme vous et moi. Pareil, pareil. Du coup, il va passer une mauvaise journée et vous aussi. Hein, d'accord ? Et c'est pour ça que nous, par exemple, les soignants, quand on a un soin à faire, quand on a un accompagnement de soins à faire, donc là, il y a Emma Hope qui va parler, c'est merveilleux, hein, ben, il faut que ce soit préparé, il faut que ce soit avec des gens qui connaissent. Hein, parce qu'un petit soin pas douloureux, un pansement, un vaccin qui fait pas mal, des choses comme ça, si c'est fait avec des gens qui connaissent, dans des endroits qui connaissent, ben, ça va plutôt bien se passer. Si c'est fait avec des gens qui ne connaissent pas, dans un endroit qu'il ne connaît pas, déjà, il va baisser son seuil de douleur, et ce petit soin-là va être perçu comme un soin très douloureux. Il ne fait pas du cinéma, il ressent cette douleur plus, mais parce que son stress est au maximum. D'accord ? Voilà. Donc, la sécurisation des soins, la gestion de l'environnement, ça fait partie de la prise en charge, parce que ça peut avoir un impact sur le seuil de la douleur. Alors, je vous dis que les douloureux chroniques, ils ont un seuil de la douleur qui est bas, et que si on ne s'en occupe pas de ce seuil de la douleur, et qu'on se contente de mettre des médicaments contre la douleur, eh bien, on va être très peu actif. Alors, vous avez peut-être remarqué quelque chose chez beaucoup de personnes dont vous avez la charge, c'est que l'effet placebo, ça marche vachement bien en général. Hein. Je te donne le truc, là, ça y est, il va mieux. Hein. Le problème de l'effet placebo, c'est que ça ne dure pas. Qu'est-ce que ça fait, l'effet placebo ? Ça fait remonter le seuil de la douleur. Donc ça, c'est très intéressant. Hein, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, au contraire, c'est très utile. Le problème, c'est que ça ne dure pas dans le temps. Hein. Donc il faut qu'on trouve des techniques qui vont nous aider pour faire remonter le seuil de la douleur. Et dans les centres douleurs chroniques, on a recours à des techniques non médicamenteuses de la douleur qui vont nous aider hein, pour la prise en charge de la personne, puisque le médicament seul ne marchera pas. Et on utilise des techniques souvent liées à la relaxation par la respiration, la sophrologie, la resque, la cohérence cardiaque, toutes ces techniques qui vont nous aider petit à petit à faire remonter le seuil de la douleur. Mais il y a une énorme contrainte, c'est qu'il faut le faire. C'est-à-dire que c'est pas, si vous le faites juste quand ça ne va pas, ben vous n'êtes pas plus efficace que l'effet placebo. Par contre, si vous le mettez en routine, si possible quotidienne, si vous ritualisez ça, même quand la personne va bien, eh bien petit à petit, en général, après un mois et demi, les gens commencent à avoir une stabilité par rapport à ce seuil, la gestion des émotions, et nous on parle de la douleur aujourd'hui, mais pour la gestion des émotions c'est pareil, ça va énormément aider, mais il faut le faire, et il faut le faire très régulièrement. Par exemple, il y a un IM Pro dans l'Isère, près de Grenoble, qui ont embauché, alors ils ont des ados TSA très compliqués. Ils ont embauché une aide-soignante à temps plein qui a été formée à toutes ces techniques de relaxation par la respiration, par le toucher aussi. Elle a une salle spéciale pour ça. Elle reçoit chaque enfant, chaque jeune, 3 fois par semaine. Elle ne peut pas faire plus que ça. Hein. Ils ont divisé par 2 leurs événements indésirables. Il y a un vrai impact. Mais il faut le faire. Hein. Donc il faut trouver le bon moment, la bonne personne, la bonne technique, parce qu'encore une fois, tout le monde ne va pas réagir à la même technique. Hein. Et une fois que vous avez trouvé ça, vous le ritualisez, et là, vous allez transformer la vie des gens. Hein. Moi, il y a un papa qui m'a amené son fils de 15 ans, TSA, déficience modérée. Il a téléchargé les applications de cohérence cardiaque. Vous savez, c'est gratuit, vous avez cette petite bulle qui monte et qui descend, et on va vous demander pendant 5 minutes
d'inspirer quand la bulle monte et d'expirer quand la bulle descend. Voilà, 5 minutes. Il fait ça matin et soir, depuis longtemps. Ça a transformé la vie du gamin, et quand il a un stress, parce que le stress, on ne peut pas le prévoir, quelquefois ça va arriver quand même, eh bien, le gamin, il dit « je veux ma bulle, je veux ma bulle, je veux ma bulle ». Donc, il fait son truc comme un traitement si besoin. Mais ça ne marche que parce qu'il fait matin et soir. Et ça, c'est très important. Et moi, j'ai rencontré un psychiatre de Tours qui a comme charge de récupérer les étudiants de première année d'université qui décrochent, qui font des grosses crises d'angoisse et qui sont en train de décrocher. Il y en a pas mal. Et du coup, lui, il est en charge ces étudiants-là. Alors, il leur a fait faire un protocole pendant une année, l'année universitaire, où il leur fait faire 5 minutes de cohérence cardiaque le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Et il faut le faire tous les jours. Eh bien, il y a des résultats complètement bluffants, avec des gens qui réintègrent la fac et qui, en plus, passent plutôt pas mal leurs examens parce qu'ils gèrent beaucoup mieux leurs émotions. Mais ils le font tous les jours et pendant longtemps. Et nous, les migraineux chroniques, par exemple, pour lesquels on a besoin d'un traitement de fond, parce que sinon ils sont tout le temps en train de manger des antalgiques, ces personnes qui arrivent à mettre en place ces techniques non médicamenteuses, dans le cas de la douleur chronique, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, on n'a plus besoin des traitements de fond. On revient très vite à moins de 4 migraines par mois. Ben, ça change la vie, je peux vous dire. Puis en plus, donc c'est très utile. Et alors, on entend dire quelquefois, ouais, mais nous, c'est des personnes très déficientes. Donc, mais au contraire, en général, plus vous avez des troubles anxieux, un stress qui monte vite, et plus vous allez être réceptif à ces techniques-là. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous intéresser à ça, même chez les personnes déficientes, parce que c'est des choses qui peuvent être extrêmement utiles. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, par contre. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais c'est la régularité. Et puis, c'est pas quand j'ai le temps. C'est pas, là, je te donne à manger toi, tiens, tu as fait la... Non, il faut que ce soit un temps dédié, parce que c'est pas très long, un endroit dédié, une personne dédiée, et ça va être très utile, même chez les personnes TSA déficientes, ou non déficientes. Donc moi, je vous invite vraiment à vous intéresser à ça. Alors, 3 choses particulièrement où on va cibler plus la douleur chez les personnes TSA. Donc, le problème de communication dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire que dans les personnes qui parlent, en général, ceux qui parlent, ils sont moins bien pris en charge parce qu'on croit qu'ils comprennent, on croit qu'ils savent localiser, etc. Donc, nous, on n'utilisera pas... Alors, bien sûr qu'on va l'évaluer, la communication, mais ce n'est pas avec ça qu'on va évaluer la douleur. Et du coup, c'est pour ça qu'on a pris le parti de ne pas utiliser les outils d'auto-évaluation de la douleur. Les échelles des visages, l'échelle de 1 à 10, l'échelle des jetons. Plus j'ai mal, plus je prends de jetons. Moins j'ai mal, je redonne des jetons. L'échelle des cubes, un gros cube, j'ai très mal. On ne fait pas ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Par exemple, moi, je suis un jeune qui est migraineux. Il est dans un centre d'accueil de jour. Il est TSA avec une déficience intellectuelle. Et quand il a une migraine, il sort de sa poche une boîte de Doliprane jaune, les boîtes vides, et tout de suite il a montré. Et tout le monde est au courant dans ce centre d'accueil que quand il montre ça, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un truc qui va commencer au niveau de sa migraine, donc il est mis en chambre, on ferme les volets, on éteint la lumière, voilà, pour qu'il ait pas mal et qu'il n'y ait pas de bruit, etc. Puis il a son traitement antalgique. Mais c'est 2 ans d'apprentissage. C'est pas... Vous n'allez pas vous amuser à donner une boîte de Doliprane à quelqu'un, dire quand tu as mal, tu montes ta boîte de Doliprane. Ça n'a pas de sens. C'est un apprentissage. Donc, ce n'est pas impossible à faire, mais ça doit s'apprendre. Ce n'est pas inné comme ça. Autre chose, ce sont les particularités sensorielles. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait absolument les prendre en compte. Alors, lorsque vous avez mis en évidence chez une personne certaines particularités sensorielles, au niveau touché, au niveau visuel, au niveau auditif. Ça y est, c'est contrôlé, on sait ce qu'il faut faire, il n'y a pas de problème, et vous faites tout très bien. Voilà. Les jours et les semaines se passent, voilà, vous avez trouvé tout ce... Et là, ça ne fonctionne plus. Alors que vous faites comme d'habitude, alors que vous faites bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là? Ça veut dire probablement qu'il y a une hyperexcitabilité neuronale, donc une stimulation probablement douloureuse ailleurs, et qui va exciter tous les neurones et qui va rendre ce que vous avez mis en place inefficace. Et ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Moi, je suis un jeune, pour illustrer ça, il va à l'université, il est TSA, il n'a pas de déficience intellectuelle, il est très sensible à certaines fréquences, donc il a adapté un casque en fonction de ces fréquences qu'il connaît très bien,
Et du coup, il gère bien sa vie, il est capable de prendre les transports en commun, il est capable d'être en amphi pour les cours, il est même capable d'aller manger au self. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup. Mais moi, je ne le suis pas pour ça, je le suis parce qu'il a une pathologie chronique inflammatoire extrêmement douloureuse par poussée. Et il m'explique que lorsqu'il a une poussée douloureuse, son casque ne suffit plus. Il met des bouchons d'oreilles sous son casque. Donc lui, il est capable de le dire et de le faire. Mais les résidents dont vous avez la charge, ou les jeunes dont vous avez la charge, qui sont déficients et qui ne seront pas capables de le dire, ça va se traduire par je balance mon casque, je déchire mes vêtements, alors que d'habitude, c'est celui-là qu'il me faut, d'habitude, c'est ce casque-là que je porte, d'habitude, c'est ces lunettes-là, et là, ça ne fonctionne plus. Donc ça doit faire partie des signes d'alerte qu'on va rechercher lorsqu'il y a une absence de contrôle des particularités sensorielles que vous avez pourtant bien identifiées, bien pris en charge et bien mises en évidence. Deuxième chose sur les particularités sensorielles, c'est la fonction des automutilations. Ça, c'est très important. Moi, j'ai très mal au ventre, mais je n'arrive pas à vous dire que j'ai mal au ventre. Et vous n'arrivez pas à comprendre que mon comportement, ça veut dire que j'ai un problème, que j'ai mal au ventre. Du coup, il faut bien que je trouve une stratégie pour aller mieux. Et une des stratégies, ça peut être, je me produis, moi, une douleur très forte ailleurs, je me fracasse la tête contre le mur, je me mords jusqu'au sang, je m'arrache les ongles, comme ça, j'ai plus mal au ventre. Et ça fonctionne très bien. Hein. Moi, je suis une dame qui a des coliques néphrétiques, c'est pas mal, hein, les coliques néphrétiques. Alors, elle n'est pas TSA, elle n'est pas déficiente, mais elle me raconte que dès qu'elle sent que ça vient, elle prend tout de suite son médicament. Mais il lui faut à peu près 5-10 minutes pour que le médicament soit actif. Et bien pendant 5-10 minutes, elle se mord le pouce jusqu'au sang parce que ça réduit sa douleur abdominale. Ça, c'est très classique. Donc, si vous avez une personne en charge qui, tout d'un coup, se met à avoir des automutilations extrêmement violentes, avec des traces, des fractures. Nous, on en a un qui s'est avalé les phalanges, par exemple. Hein, d'accord ? Ben ça, c'est un voyant rouge en disant, attention, c'est pas qu'il ne ressent pas la douleur, c'est qu'il essaye de se produire une douleur plus violente pour en masquer une autre. D'accord ? Donc ça, c'est des choses que l'on peut voir, mais il faut que ça fasse mal. Je racontais hier que un papa m'avait amené sa fille, pour lequel elle passait son temps à se taper la tête contre les murs. Donc, lui, il était inquiet, normal, hein, il a peur qu'elle se fasse des fractures du crâne. Donc, il a mis dans sa chambre des matelas le long du mur pour que, quand elle se cogne ou quand elle vienne, elle se casse pas la tête. Mais comme c'est pas du tout parce qu'elle recherche simplement quelque chose d'un petit peu dur pour être qui la contiendrait, hein, comme une pression, c'est pas ça qu'elle recherche. Elle cherchait à se faire mal. Mais comme elle peut plus le faire sur le mur, elle s'est fracassée le nez par terre. Plat, plat. Parce qu'il y a besoin de faire mal. On voit ça aussi chez certains pour lesquels ils se tapent la tête en permanence, à qui on met un casque. Si c'est pas juste sensoriel et que c'est pour se faire mal et qu'il peut plus se faire mal, alors il va s'appuyer sur les yeux, alors il va se mordre parce qu'il faut qu'il détourne pour se faire mal. Ça doit être un voyant rouge en disant attention, ça, c'est pas simplement juste une particularité sensorielle, c'est qu'il cherche à se faire mal et du coup là, il va falloir qu'on essaye de trouver où est la douleur. Hein. Donc ça, c'est chose importante. Donc, le problème de ces automutilations, c'est que si ça dure très longtemps et qu'on a du mal à comprendre ce qui s'est passé, on voit ça très souvent chez les enfants qui passent d'IME en structure adulte. Il y a eu beaucoup de troubles du comportement, avec beaucoup d'automutilations quand ils étaient en IME. On n'a pas trop réussi à comprendre ce qui se passait. Ils arrivent en structure adulte, ils ont grandi, et il se peut que ces automutilations se transforment en stéréotypie. Hein. C'est-à-dire que ça continue, alors même que la douleur aurait pu disparaître même spontanément. On a eu, nous, en hospitalisation, une jeune fille qui a été hospitalisée pour des gros troubles du comportement, déficience intellectuelle, TSA, et dans ces troubles du comportement, donc troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, les jeux qu'elle faisait pendant 20 minutes, elle ne peut plus les faire, enfin, des choses comme ça, et elle s'automutile en s'arrachant l'oreille complètement, et en se mettant des tas de choses dans l'oreille, des objets très importants, des vis, des clous, tout ça. Et on la reçoit, on est à peu près persuadé que c'est vraiment une douleur et pas d'autres troubles. On commence à l'examiner, on enlève ce qu'elle a dans l'oreille. Bon, c'est pas très beau, on soigne un peu et on se dit peut-être qu'elle a fini par se faire mal. Ça change pas grand-chose. Donc on continue, on fait une radio des sinus et là on trouve une énorme sinusite du côté où elle s'automutile. Et notre interprétation, c'est de dire, à force de se mettre des trucs dans l'oreille, elle a fini par s'infecter et ça a fini par une sinusite. Et ça, on sait que les sinusites importantes, ça fait mal.
Bon, ok, on commence à prendre en charge la sinusite, ça prend un petit peu de temps, mais ça marche, et elle commence à aller mieux. Bon, on est plutôt content, mais on se dit vraiment, ça a duré vraiment très longtemps. Avant de la renvoyer dans sa structure, on va être sûr de nous, donc on refait une radio de contrôle des sinus, et là, surprise, il n'y a plus de sinusite. Par contre, il y a un corps étranger dans le sinus. Il y a une dent incluse qui est remontée et qui se balade dans le sinus. Et vous savez que si vous avez un corps étranger, par exemple, vous tombez par terre, il y a un petit caillou qui glisse sous la peau, que vous ne vous en rendez pas compte, alors l'organisme, pour se défendre, il va faire un petit abcès. Cet abcès va se fistuliser pour faire partir le caillou. Donc là, elle a un corps étranger dans le sinus, c'est pas normal. Du coup, il y a un abcès qui se forme, mais ça ne peut pas se fistuliser parce que c'est de l'os, le sinus, hein, d'accord ? Du coup, elle a très mal et elle essaye de se protéger comme ça en se faisant mal à côté. Donc, c'est pas elle qui l'a produit, hein, d'accord ? Bon, on comprend ça. On l'a fait opérer, c'est un peu compliqué parce qu'il faut aller vider la dent du sinus. Tout se passe bien, tout rentre dans l'ordre, elle retourne dans sa structure, et puis au bout de quelques temps, on prend des nouvelles, et la structure nous dit « Ah oui, ben non, mais c'est tout à fait bien maintenant, elle mange bien, on peut refaire les jeux sur l'ordinateur, les nuits, ça se passe bien. » Par contre, toute la journée, maintenant, elle fait comme ça. Bon, alors, ça, c'est possible. Alors, c'est beaucoup moins violent, elle ne s'arrache rien, elle ne remet rien d'oreille. Au moment du repas, on peut lui prendre sa main, ça va s'arrêter, etc. Hein, c'est-à-dire qu'on peut détourner l'attention plus facilement, il n'y a pas de traces, etc. Mais c'est possible que vous en ayez certains qui vont de temps en temps, parce que ça a duré un peu longtemps. Mais en général, on peut détourner l'attention, en général, on peut quand même faire des activités, etc. etc. Par contre, à partir du moment où il y a des traces, des choses comme ça, là. Et nous, on voit ça, par exemple, chez les personnes TSA sans déficience intellectuelle, qui viennent en consultation douleur chronique, avec des pulls qui vont jusqu'au doigt, un col roulé, voilà, en espérant qu'on ne va pas les examiner. Et là, tout d'un coup, ils viennent pour des douleurs. Hein, et là, on se dit, mais ça ne vous ennuie pas si je vous prends la tension, donc il faudrait enlever le pull. Et là, on s'aperçoit qu'il y a ou des griffures, ou la personne s'est pincée, il y a des petits bleus partout, des marques. Là, voilà. Ce sont des automutilations. Alors, elles ont les moyens de le masquer, hein, parce qu'elles sont intellectuellement tout à fait pertinentes. Mais très souvent, vous avez des personnes qui s'automutilent, même sans déficience intellectuelle, pour essayer de masquer leur douleur. Et d'ailleurs, je vais reciter David Le Breton chez vous, là, qui a écrit un bouquin chez les ados qui sont mal dans leur peau et qui se scarifient. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Je ne vais pas bien, je me scarifie. Bon, donc ça, les automutilations, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en charge assez rapidement pour pas que ça se transforme trop. Puis dernière chose, c'est l'histoire du schéma corporel. Dans la grande majorité des cas, le schéma corporel n'est pas du tout intégré. J'ai mal à la tête, ça veut peut-être dire que j'ai mal à la tête, mais peut-être pas. Vous avez des gens qui sont capables, quand ils vont bien, de vous dire que c'est la main, que c'est le ventre, mais quand ils ne sont pas bien, ils ne sont plus capables. Pour illustrer ça, on a eu un jeune, 30 ans, déficience modérée, TSA. Pour vous donner son niveau, il sait lire et il a un bon langage. Voilà. Mais il a une petite déficience quand même. Et ça fait à peu près plusieurs semaines qu'il a des crises de violence qui durent 20 minutes. C'est extrêmement violent. Extrême. Ceux qui sont à côté de lui se prennent des coups, c'est vraiment très, très agressif. Et il prend sa tête dans ses mains en disant « mais j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête ». Et il se scarifie le visage avec ses ongles. C'était très impressionnant. Moi, quand je l'ai vu, alors l'infirmière qui était avec moi, elle est sortie. Alors que les infirmières, je peux vous dire, elles en voient. Hein. Il y avait des lambeaux de peau avec du sang. Voilà, très, très violent. Donc, les parents sont très inquiets, l'emmènent aux urgences de l'hôpital. Et là, on dit « non, mais attendez, psychiatrie, hein, psychiatrie directe. Hein. » Ok, il arrive aux urgences de l'hôpital psychiatrique. Donc, peut-être certains d'entre vous ont connu l'ambiance des urgences psychiatriques. Hein, c'est assez sympa. Hein. Vous avez l'accès maniaque qui tourne, vous avez le mélancolique qui est dans son coin et qui aimerait bien trouver une fenêtre pour sauter par-dessus. Vous avez celui qui n'a pas ses médicaments et qui commence à monter. Et puis, vous avez lui, là. Donc, pour essayer de protéger tout le monde, il est mis en chambre d'isolement. Pour qu'il arrête de s'automutiler, il est contenu x4, et pour que la crise s'apaise, il a des neuroleptiques en intramusculaire. Fin de l'histoire. Il a un gros calcul dans le rein avec des coliques néphrétiques. Jamais il nous a montré son ventre.
Je vous jure que si vous faites une colique néphrétique, que je ne vous souhaite pas, vous êtes dans votre lit, vous téléphonez à votre médecin traitant, il vous pose 4 questions, terminé, le diagnostic est fait. Demi-seconde, d'accord? Ça pose 0 problème. Lui, il ne nous a pas montré son droit. Si on sait qu'avec ce niveau-là, hein, on sait, si on ne tient pas compte du fait que de toute façon, il est probable qu'il n'ait pas le schéma corporel, ça se termine avec un scanner cérébral normal et des neuroleptiques à vie pour troubles du comportement, alors que c'est une colique néphrétique. D'accord? Donc, attention. Hein. Nous, dans nos petites statistiques locales, de cette population dont on parle aujourd'hui, qui arrive aux urgences de l'hôpital psychiatrique, dans 60% des cas, on trouve une pathologie somatique douloureuse, à côté de laquelle on est passé. Alors, c'est pas du tout moralisateur, c'est parce que c'est pas facile, c'est tout. Hein, d'accord? Donc, ça veut dire plus d'une fois sur 2, quand même. Ça vaut le coup de s'intéresser à ça, quoi. Vraiment, ça vaut le coup. Donc ça, l'histoire du schéma corporel, c'est vraiment des choses qu'il faut bien avoir en tête. Alors, on peut essayer, pareil, avec des apprentissages, d'aider avec des casquettes pour la tête, des gants pour les mains. Ça, mais c'est pas du tout des trucs faciles à faire et c'est des choses qui prennent du temps. Hein, voilà. Alors, bon, vous avez compris que communiquer verbalement ne signifie pas que la personne n'est... L'incapacité de communiquer verbalement ne signifie pas que la personne ne ressent pas la douleur. Hein, ça, c'est pas parce qu'on parle pas qu'on a pas mal. Bon, rupture de parcours de vie, d'accord. Alors, je vous ai dit que tout à l'heure, vous avez vu que la douleur peut être retardée dans le temps, hein, à cause du traitement. Ça peut être du matin au soir, hein, ça peut être des choses... C'est pour ça que le veilleur de nuit, dans un institut, il doit être prévenu s'il y a eu un événement. Ça, c'est très important. Mais aussi, l'amélioration peut être retardée. Parce que lorsque vous avez mal, lorsqu'il se passe une stimulation douloureuse, vous activez sans le vouloir votre système nerveux autonome, hein, tout le système végétatif, hein, tout ce qui est augmentation de la fréquence cardiaque, troubles respiratoires, transpiration, changement de couleur de peau, dilatation des pupilles. Tout ça, c'est pas vous qui le commandez. Hein. Si je vous dis, allez, on fait un exercice, là, rougissez, ben, vous pouvez pas. Par contre, si on passe sur les chaises et qu'on vous fout des baffes, il y en a certains qui vont transpirer, d'autres qui vont, etc., etc. Mais ça, vous le commandez pas, d'accord, hein. C'est le système nerveux autonome. Il se met en route avec la douleur. Mais il se met en route pas comme vous et moi, 10 fois comme vous et moi, d'accord? Du coup, ça peut mettre plusieurs jours à descendre, hein? Ce qui veut dire que l'amélioration peut être lente, hein? Et que quelquefois on est déçu parce qu'on a trouvé le problème, il y a encore des troubles du comportement le soir, alors que la journée on a fait ce qu'il fallait. Mais ça, c'est possible. Il va falloir 2, 3 jours pour évaluer. Ce qui fait que quand on donne un antalgique, par exemple, et qu'on se dit, ben, moi, si on me donne un antalgique, j'ai mal, on me donne un antalgique, ben, je pense que dans 2 heures, j'aurai moins mal. Et ça va me permettre de savoir si le médicament il marche, etc. Dans cette population-là, on ne fait pas trop comme ça. On fait des protocoles douleur sur plusieurs jours, souvent 5-6 jours, et c'est seulement au bout de ce temps-là qu'on va dire, ah ben oui, ça marche ou ça ne marche pas. Parce que si ça ne marche pas au bout de 24 heures, on ne peut pas tirer de conclusion. Parce qu'ici, il fait partie de ces gens qui ont des troubles neurovégétatifs anormalement élevés, alors il va mettre du temps à s'améliorer. Hein. Par exemple, pour illustrer ça, nous, on a eu un jeune qui a été hospitalisé. On a mis un peu de temps pour trouver que ses comportements étaient liés à la douleur. On a mis un peu de temps pour trouver que c'était de la douleur abdominale. On a mis un peu de temps pour mettre en évidence un gros fécalome. Et on a mis un peu de temps pour évacuer le fécalome. Le classique, quoi. Une fois que tout a été réglé, on était sûr de nous. Hein, tout a été réglé. Il lui a fallu 3 jours pour que la fréquence cardiaque redescende en dessous de 100. Vous, il vous faut 2 heures. Les plus émotifs d'entre vous, peut-être 3 heures. 3 jours. On n'est pas du tout dans la même catégorie, hein, d'accord? Donc, c'est des choses pour lesquelles on a du mal à comprendre parce que forcément, on compare à soi-même. Mais là, on sait que ça monte beaucoup plus haut et beaucoup plus longtemps que pour nous. Donc, ça met aussi plus de temps à partir. Donc, les évaluations qu'on fait, ben, il nous faut du temps. Dans cette population-là, il faut du temps, en fait. Ça, c'est important. Le problème aussi de l'augmentation en fréquence et en intensité de troubles qu'on connaît déjà. Et c'est pour ça qu'on est en retard. Parce qu'en réalité, si vous assistez à une frustration ou si vous assistez à une douleur, en général, vous avez les mêmes troubles. Hein. Et bien, c'est bien ça le problème. Hein. Donc, le petit Pierre, quand il rentre sur l'IME, ben, il claque la porte, il pousse un petit peu des cris.
et puis il s'assoit sur une chaise, il bouscule la chaise, puis après on peut faire des activités. Bon, si on vous dit, vous prenez votre service, on dit comment il va le petit Pierre, bah, tu sais, il crie, il bouscule un peu, il bouge la chaise. Ça ne suffit pas comme information. Est-ce qu'il le fait comme d'habitude quand il arrive, ou est-ce qu'il l'a fait aussi à d'autres moments, alors que bah, il ne vient pas de rentrer, que ce n'est pas le moment où il le fait habituellement, il l'a fait 4-5 fois dans la journée, alors que d'habitude il le fait une fois. Ce n'est pas du tout la même information. C'est pas du tout la même information. Ça, ce n'est pas habituel. Donc c'est pour ça que souvent on est en retard, parce que on va dire, oui, mais ça je sais bien, il le fait déjà. Non, mais ça ne suffit pas. À quel moment il le fait? Est-ce que c'est plus souvent que d'habitude? Et il va falloir s'intéresser à la fréquence du trouble, très important. Et parce que le trouble tout seul, ça ne va pas nous aider beaucoup. On a besoin de la fréquence. Ça, c'est important. Et puis, bah, ce que je dis souvent, c'est le stress, que je disais tout à l'heure, l'environnement, tout ce que vous allez mettre en place pour sécuriser la prise en charge, les lieux, les personnes, l'anticipation, bon, tous les trucs, là, vous avez tout ce qu'il faut là-bas sur les stands, avec Santé BD, tout ce qui va préparer les soins, tout ça, et ben, tout ça, vous allez gérer le stress, et ça va être des gens qui vont être beaucoup moins agités, qui vont participer aux soins, alors que si vous y allez d'emblée avec quelqu'un qui ne connaît pas, là, ça va mal se passer, pour beaucoup, hein, d'accord? Et puis, vous pouvez avoir aussi, par exemple, quelqu'un qui ne bouge pas, on le sait, du coup, bah, il a une plaie, bon, il ne bouge pas, bon, on a l'impression qu'il ne ressent pas la douleur, du coup, je vais faire la suture sans anesthésie locale, puisqu'il ne bouge pas. Alors, c'est une très mauvaise idée, ça, hein, parce qu'en fait, il ne bouge pas maintenant, mais la douleur, elle y est. Donc, quand il va rentrer, c'est possible qu'il ait des gros troubles du comportement. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne bouge pas qu'on ne va pas faire une anesthésie locale, par exemple. Hein, d'accord? Parce qu'on ne sait pas du tout comment il va réagir après, une fois que l'information va être traitée. D'accord?